Bonsoir à tous et à toutes. Il y a 27 ans, lorsque je débarquais de ma province pour continuer mes études à Paris, j'arrivais au Centre d'histoire sociale du XXe siècle. On était en 1998 et dans un séminaire de DEA qui était dirigé par Jean-Louis Robert, Pascal Horry, mon directeur de thèse, enfin qui allait être mon directeur de thèse. Je commençais un DEA et Christophe Charles. Donc tout ça ne nous rajeunit pas. Voilà, donc j'ai effectivement fait ma thèse sur le commissariat général aux questions juives et depuis je travaille sur le sujet à la fois du régime de Vichy, de la persécution des juifs sous Vichy et de l'histoire de l'extrême droite. Les deux problèmes dont je vais vous parler aujourd'hui, ma présentation va tourner autour de la nature du régime de Vichy et comment la perception de cette nature du régime de Vichy a évolué jusqu'à nos jours. Et le deuxième problème que je vais explorer, c'est celui de la mémoire de son crime numéro un, qui est celui de la déportation des Juifs. Alors, sur la nature du régime de Vichy, j'en profite puisque Jean-Louis en a parlé, c'est la minute publicitaire. Je viens de sortir un livre, mais ce n'est pas que publicitaire. Je viens de sortir un livre qui s'appelle Vichy, Histoire d'une dictature, 1940-1944, que je dirige. Nous sommes une dizaine d'historiens et d'historiennes. Parmi eux et elles, il y a Bénédicte Vergès-Chaignon, que vous écouterez, je crois, la semaine prochaine, et d'autres chercheurs, Julian Jackson, Tal Brutman, Bernard Cosagliola, enfin bref, tous ceux qui ont travaillé de manière très approfondie sur le sujet. Et le choix du titre, Histoire d'une dictature, est déjà une prise de position par rapport à comment on a conçu ce moment de notre histoire politique qui a été le régime de Vichy. Au point que quand je fais des conférences autour de ce livre, il y a tout le temps dans la salle des gens qui me disent « Dites donc, c'est bien audacieux, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était une dictature ?» Enfin, il y a un malaise et quand vous lisez encore aujourd'hui les manuels scolaires, vous voyez qu'on parle de régime autoritaire. Enfin, vous voyez, il y a pour utiliser l'expression d'un homme politique, des pudeurs de gazelle encore pour qualifier la nature de ce régime. Mais je voudrais quand même faire c'est pas un crochet, mais revenir là-dessus parce que ça nous parle encore aujourd'hui. Et je voudrais quand même évoquer ce qu'est le régime de Vichy avant de creuser un peu plus sa mémoire, parce que c'est entremêlé. Mémoire, histoire s'entremêlent, mais remettre juste quelques points sur quelques i, parce que fondamentalement, le régime de Vichy, c'est bel et bien une dictature. Donc ça, voilà, il n'y a absolument pas de débat pour les spécialistes, mais c'est quel type de dictature. Vichy, et là je vous montre une photo, si vous avez écouté ce qui s'est passé récemment, il y a eu des propos de Jordan Bardella qui disait en fait Vichy c'est le Front populaire, c'est la gauche. Il faut savoir que cette photo circule, moi je ne le savais pas il y a encore 2 ans, parce que je suis très peu sur les réseaux sociaux, mais si vous êtes, vous, peut-être pas plus que moi sur les réseaux sociaux, sachez que cette photo circule énormément. C'est un fake assez classique où, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Louis, où il y a la collaboration avec tête gauche et on nous fait la biographie de tous les individus qui sont sur cette photo et on les rattache tous, ou presque, sauf Pétain quand même, il ne faut pas pousser, et le général Weygand, ils sont tous rattachés à la gauche ou à l'extrême gauche. On nous explique qu'Alibert, c'était un syndicaliste de la CGT, on nous explique que Paul Baudouin était un militant d'extrême gauche, on nous explique que Jean Ibarnet-Garay était du Parti socialiste français, parti qui n'existe pas, c'est le Parti social français du colonel de l'Europe. On arrive comme ça à fabriquer une généalogie complètement fausse et ça fait partie des fake news historiques qui sont les plus diffusées sur le web. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment, quand on parle devant des jeunes, on va vous dire, on va vous balancer ce type de document. Et comment j'ai pris conscience de ça, c'est que j'ai été contacté il y a quelques années, il y a 2 ans, par un jeune prof très à la mode pour les profs qui cèdent des outils disponibles sur Internet. Il s'appelle Yann Bouvier, il a fait un livre France Fiction, je ne sais pas si vous en avez entendu parler,
sur les idées reçues de l'histoire de France. Et il me dit, mais voilà, il faut décortiquer cette idée reçue parce que ça fait partie de ces trucs qui circulent aujourd'hui énormément. Alors Vichy, c'est quoi? Vichy, c'est ce que j'ai développé dans ce livre, mais également dans le collectif qu'il a fait. Il faut penser Vichy comme la première fois et la seule fois dans notre histoire contemporaine où vous avez eu l'union des droites. C'est vraiment ça fondamentalement Vichy, c'est une revanche de tout un courant politique qui est discrédité en France depuis plusieurs décennies, depuis l'affaire Dreyfus au moins, mais tout le 19e siècle, c'est bel et bien un courant politique qui est revenu au moment de la Restauration, qui est balayé, qui revient après 1870, qui gagne les élections en 1871, c'est les légitimistes, 200 députés. Il y a l'union des droites, première fois qu'on a une union des droites, qui vise à contrecarrer l'arrivée de la République. Et puis la République s'installe contre ce qu'on appelle la droite. Voilà, alors cette droite, elle va se discréditer au moment de l'affaire Dreyfus, et le courant politique de la droite, ce qu'on appelle la droite à l'époque, c'est-à-dire les gens qui sont les fameuses trois droites de René Raymond, qui sont donc pour l'essentiel contre la République, sont discrédités. Et voilà, et quand vous regardez électoralement ce qui se passe à partir du début du siècle jusqu'en 1936, c'est la gauche et le centre-gauche qui gagnent toutes les élections. Alors il y a une exception au sortir de la Première Guerre mondiale, avec l'Union, la Chambre Bleu Horizon, mais électoralement, la droite est vaincue tout le temps. Vous avez d'ailleurs très peu, sur le plan électoral, c'est très frappant, très peu de gens qui s'affirment de droite. La droite et l'extrême droite, c'est un courant d'abord et avant tout intellectuel, de presse, de livres, mais politiquement, ce sont des vaincus, et ce sont même des super vaincus, puisque en 1936, abomination absolue, vous avez le Front populaire qui a gagné les élections. Alors là, c'est plus simplement, vous savez, on parlait de cette loi politique qui était très traumatisante pour la droite et l'extrême droite, ce qu'on appelait le sidistrisme, c'est-à-dire que vous avez toujours des forces de gauche, plus à gauche. Voilà, donc on a d'abord les radicaux, puis les socialistes. Alors maintenant, c'est presque les communistes qui peuvent arriver au pouvoir. Le Front populaire, c'est une alliance électorale, une coalition électorale, où vous avez à sa tête un marxiste, socialiste, juif, Léon Blum. Donc tout ça a créé une panique et une volonté de revanche. Et donc la droite ralliée, c'est tous ces gens qui s'étaient ralliés à la République et qui vont former l'opposition de droite durant l'entre-deux-guerres. Donc c'est des hommes comme Tardieu, c'est des hommes comme Laval, vous allez voir, c'est des hommes comme Flandin, vont, pour certains d'entre eux, se radicaliser. André Tardieu, vous le savez sans doute, décide d'arrêter la politique et de faire des livres, de publier dans des revues d'extrême droite, des publications d'extrême droite comme Gringoire. Donc il y a vraiment, il assimile véritablement la démocratie, la gauche à la démocratie et au mal. Donc on voit vraiment un basculement. Et Pierre Laval, lui aussi, devient partisan des régimes autoritaires, des régimes dictatoriaux qu'il y a en Europe, et considère qu'en quelque sorte la démocratie a fait son temps. Vous avez aussi ce qu'on connaît mieux, la montée des ligues, le Parti social, les Croix de Feu, la ROC, mais la ROC joue le jeu du parlementarisme, joue le jeu de la légalité qui commence à être de plus en plus discuté. Et vous avez donc des forces qui disent, face à cette incurie, face à ce système vicié, fondamentalement vicié, puisque c'est tout le temps la gauche qui gagne les élections et qui nous amène à ce déclin, il faut de nouvelles solutions. Et donc, il va y avoir des gens qui vont dire il faudrait peut-être un dictateur. Donc vous avez comme ça des campagnes aussi, des campagnes de presse, pour que la France se dote d'un dictateur. Alors c'est le Petit Journal en 1934-1935 qui lance un référendum, qui arrive en tête de ce référendum, un dictateur pour la France, c'est le maréchal Pétain, parce que le maréchal Pétain est identifié au conservatisme. Il est proche en 1936, au moment des élections du Front populaire, il va d'ailleurs, le
vainqueur de Verdun, il a 80 ans en 1936. Donc imaginez Pétain qui en 1936, alors que voilà, normalement les militaires, vous savez, ne votent pas, doivent se tenir dans la réserve, contrairement à ce qu'on a souvent dit sur Pétain, Pétain a eu des prises de parole politiques et en 1936, il fait des déclarations publiques où il s'inquiète pour la liberté des Français et où il dit que les croix de feu du colonel Larocque, c'est des bons Français. Donc on voit qu'il est quand même assimilé à un camp, même s'il n'est pas assimilé à l'extrême droite. L'extrême droite, c'est l'Action française, enfin là, l'extrême droite telle qu'on l'entend à l'époque, ce sont les royalistes, ce sont les ligues, et la droite parlementaire se rétrécit, se durcit, je vous l'ai dit. Donc on a ce courant-là, et fondamentalement la défaite de 1940, voilà, que vous connaissez, et ce choix qui a été fait de l'armistice, qui est véritablement un choix, c'est-à-dire qu'il y a vraiment d'autres options qui étaient possibles, mais l'option qui est retenue, c'est une option politique qui vise clairement, nettement, à profiter en quelque sorte de la défaite pour redresser le pays. Et donc, le lien qu'il y a entre le choix qui est fait par le maréchal Pétain, qui est, vous le savez, président du Conseil au moment de la défaite, et qui est d'ailleurs appelé pour ça, pour en quelque sorte gérer cette catastrophe nationale qui est cette défaite inattendue. On ne pensait pas que la France serait vaincue en quelques semaines. Personne n'imaginait ça. Donc vous avez cette situation de chaos national et qui entraîne la volonté d'une prise de pouvoir. Et fondamentalement, Vichy, c'est ça. Et ce gouvernement qui est installé au bénéfice de la défaite, mais aussi, c'est l'une des thèses qu'on développe dans ce livre, on considère que les votes des pleins pouvoirs, c'est pas la Chambre du Front populaire qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain. C'est un homme politique, Pierre Laval, qui a décidé de faire un coup politique pour reprendre le pouvoir. Depuis janvier 1936, il n'est plus aux affaires, il a très mal vécu d'être évincé. C'est un peu comme Tardieu. Tardieu, lui, son ressentiment et son amertume, il va le traduire par le fait de faire des livres, faire un peu comme aujourd'hui, ce qu'on peut lire quand vous lisez tous ces gens qui vous publient des livres catastrophiques sur le déclin de la France, les Zemmour, les Villiers. Tardieu fait ça. Laval, lui, il prépare sa revanche. Il prépare une revanche. Il veut prendre la revanche sur ce régime-là. Et donc, il va profiter de ce chaos de la défaite pour imaginer un coup politique qui consiste à réunir les chambres, ce qu'il en reste, donc la Chambre des députés, donc celle du Front populaire, effectivement, mais sans les députés, évidemment, communistes, qui sont plus représentés, puisque depuis le pacte germano-soviétique, vous le savez, il n'y a plus de députés communistes, sauf les quelques-uns qui ont condamné l'attitude du parti. Vous avez aussi des parlementaires qui ne sont pas là, évidemment plein de parlementaires qui sont pas là, des parlementaires qui ont décidé de faire le choix, ils sont une vingtaine, de rejoindre l'Afrique du Nord, donc il faut aussi les retirer. Bref, vous avez à peu près 450 députés et 200 sénateurs. Le Sénat, lui, n'est pas Front populaire, qui vont se retrouver et qui sont convoqués à Vichy pour voter ce qui est une loi, un texte de loi qui donne les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain. Donc le maréchal Pétain avait le mandat de proposer à la nation une nouvelle constitution. Et le pouvoir qui va être mis en place après ce vote, alors vous le savez, il n'y a que 3 parlementaires qui vont refuser l'abrogation de la Troisième République, et il n'y en a que 80, donc c'est 12% des parlementaires présents. C'est pas si mal quand on imagine l'atmosphère de Vichy, qui est une atmosphère de menace, où Laval ment à tout le monde, Laval ment aux uns en disant « il y a un coup d'État militaire qui se prépare, moi je vais défendre la République ». À d'autres, il va dire « oui, mais pour négocier avec les Allemands, il faut leur montrer qu'on va faire un régime autoritaire, mais évidemment la République va être maintenue ». Bref, il ment un petit peu à tout le monde. Et vous avez 80 parlementaires qui sont, sauf un, d'ailleurs c'est assez marrant de voir que le seul député de droite
qui vote contre les pleins pouvoirs constituant Pétain, c'est le grand-père de Charles de Courson. On voit comme ça qu'il y a bref, c'est un original. Mais les seuls qui ont voté contre, ce sont des hommes de gauche. C'est assez logique, qui devinaient qu'il y avait là quelque chose qui se préparait. Le mot dictature déjà est déjà dans l'air. Mais c'est bel et bien un coup d'État juridique qui va avoir lieu, puisque le lendemain des votes, coup d'État, des actes constitutionnels sont adoptés par Pétain. Donc, normalement, le changement de constitution aurait dû être validé par la nation. Là, non. Pétain s'octroie les pleins pouvoirs effectifs, parce qu'on a oublié que dans cette histoire, lui, il est certes déjà au pouvoir, il est président du Conseil, il a la nation derrière lui, il n'y a pas de doute, mais il y a un président de la République, ce président de la République, il est renvoyé. Tout ça par un acte constitutionnel qui est rédigé par un homme que vous voyez là caché entre Laval et Baudouin, qui s'appelle Raphaël Alibert, et qui est avec Laval le cerveau de ce coup d'État, puisque c'est lui qui imagine comment on va pouvoir renverser les institutions de manière légale, donnant un vernis légal à ce qui est bel et bien dans son esprit, un coup de force, un coup d'État. Et ces actes constitutionnels sont d'ailleurs rédigés de manière très provocatrice, nous, maréchal de France. Et dans l'esprit d'Anne Alibert, ce coup d'État vise à favoriser une restauration monarchique. Voilà quel est l'horizon d'un homme comme ça. Et Pétain s'octroie les pleins pouvoirs, c'est l'un des actes constitutionnels. Il y a un autre acte constitutionnel qui lui donne les pleins pouvoirs législatifs, et puis un autre qui montre bien que là, on rentre en dictature. Laval est désigné successeur de Pétain. Donc on rentre dans un nouveau régime, où vous avez un homme, le maréchal Pétain, qui a tous les pouvoirs, et un autre homme, Pierre Laval, qui a potentiellement, lui aussi, tous les pouvoirs. Donc on voit vraiment qu'il y a ce coup de force. Et cette réalité de ce qu'est le régime de Vichy, dès le lendemain de tout ça, le 12 juillet 1940, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est l'union des droites. Cette union des droites qui était déjà dans l'air du temps, où il y avait déjà des gens qui disaient, alors il y avait un centre de propagande pour les républicains nationaux qui visait à ce que toutes les droites s'entendent. Il y avait eu un front de la liberté contre le communisme, il y avait eu un front national. Il y avait déjà des gens qui se disaient il faudrait que l'extrême droite, ce qu'on appelait l'extrême droite, c'est-à-dire des gens qui sont contre le Parlement, contre le régime parlementaire, s'entendent avec les républicains de raison, ces gens de droite qui ont accepté la République et que tous ces gens arrivent à s'entendre pour prendre le pouvoir. Tout ça, c'était dans l'air et c'est vraiment sous Vichy que ça se concrétise. C'est vraiment le 12 juillet 1940 et quand on regarde le CV de tous ces hommes, c'est vraiment parfaitement l'union des droites. Vous avez des gens d'extrême droite, mais ils ne sont pas majoritaires, des royalistes, des catholiques traditionalistes, des gens qui viennent du centre droit, des gens qu'on appelait des opportunistes. Les opportunistes, ce sont ces gens qui, dans les années 1880-1890, étaient des gens de gauche, mais qui étaient devenus de droite parce qu'ils acceptaient la République, mais en même temps, ils avaient peur du socialisme de la gauche, donc ils deviennent fonctionnellement de droite, mais ils acceptent la République, donc on les a appelés opportunistes. Vous avez même un bonapartiste, vous avez un proche du colonel de la Roque, Ibarnet-Garay, vous avez même un néo-fasciste, un néo-socialiste, pardon, un vrai fasciste, là pour le coup, Adrien Marquet. Donc c'est toutes les sensibilités de la droite qui sont réunies sous Vichy. Alors pour résumer cette réalité politique, on en a parfaitement conscience dans ce que va être à la fois la structuration de la résistance. La résistance, le point de départ de la résistance, elle est ni de gauche ni de droite, elle est apolitique. C'est un homme qui s'appelle le général de Gaulle, qui va à Londres, mais qui est un opposant de fait de ce pouvoir. Le général de Gaulle vient de la droite, très clairement, mais c'est un homme de droite qui, pour faire avancer les idées modernes qu'il avait sur l'armée, était obligé déjà, et ça c'est assez fascinant, c'est dans la biographie de Julian Jackson, de déjà s'appuyer plutôt sur des gens de gauche, parce que les gens de droite et d'extrême droite, qui auraient dû normalement le soutenir, lui, il a commencé, il faisait des conférences auprès de l'Action française, ils étaient conservateurs, ils n'acceptaient pas ses idées, et donc il était déjà obligé
d'essayer de prendre langue avec des gens qui n'étaient pas de son bord politique. Et en fait, c'est ce qu'il va être obligé de faire. Et la manière dont le général de Gaulle va à la fois structurer son mouvement, puis politiquement créer une alternative à la France de Vichy, à Alger, c'est en s'appuyant de manière presque mécanique et logique sur des gens de gauche. Et donc la résistance se structure politiquement à gauche. Voilà, c'est une réalité historique qui est liée à cette position. Et donc, on arrive à la fin de la guerre où très clairement la droite, l'extrême droite, la droite nationaliste, les nationaux, comme on disait durant l'entre-deux-guerres, pour la deuxième fois, mais de manière bien plus importante qu'au moment de l'affaire Dreyfus, cette droite s'est discréditée d'une manière absolument terrible, fracassante, et à la Libération, elle est balayée par le nouveau pouvoir qui s'installe et par les élections qui vont avoir lieu. Les premières élections municipales et les premières élections nationales, 45-46, vont être un triomphe pour la gauche. La droite, l'extrême droite n'existe plus, l'extrême droite n'existe plus. Elle s'est donc à la fois compromise dans Vichy, compromise évidemment dans la collaboration, le collaborationnisme, et vous avez donc d'un point de vue électoral la gauche qui domine. Vous allez, ceux d'entre vous qui votent à gauche, avoir un moment d'extase. On est entre 75 et 80%. Voilà, et la droite s'appelle, on est des républicains indépendants, enfin bref, il y a là une réalité politique et presque sociologique, un basculement qui est considérable. Donc tout ce qui s'assimile à Vichy, à cette droite qui s'est compromise, est mort. Est mort, et c'est assez frappant de voir que tous les courants, la droite de l'avant-guerre, qui était assez forte, il y avait une gauche-droite d'opposition, il y avait des partis qui s'appelaient l'Alliance démocratique, la Fédération républicaine, le Parti social français du colonel de Larocque. Le colonel de Larocque s'est pas trop mal conduit sous l'occupation. Alors il a fait un peu antichambre à Vichy, il a écrit dans son journal, et puis finalement il est rentré dans la résistance. Et cet homme qui était si populaire avant la guerre, qui a été déporté en plus, revenu de déportation, on aurait pu penser que l'après-guerre, le mouvement qu'il incarnait, qui avait des centaines de milliers d'adhérents, le Parti social français, c'est un peu le RN de l'époque, hein, qui vraiment prend la place de la droite classique qui se ratatine, et ben son parti n'existe plus, ne peut même pas se reconstruire après la guerre. Donc il y a vraiment une révolution absolue de la vie politique. Et alors Bénédicte va peut-être nuancer, parce qu'on voit que au niveau de certains acteurs, de journalistes, de technocrates, mais d'un point de vue politique, la réalité, elle est là, d'une totale recomposition de la droite qui va se régénérer à deux sources. C'est celle du général de Gaulle, qui va quitter le pouvoir en janvier 1946, et puis ensuite créer un mouvement politique, le Rassemblement pour la République, qui va absorber toute cette clientèle qui existait et en quelque sorte concrétiser le ralliement de la droite classique, de cette droite nationale à la République. C'est fondamentalement ça, le RPF, et donc la droite se régénère en quelque sorte à cette source du gaullisme, et la deuxième source, c'est la démocratie chrétienne, c'est le MRP. La démocratie chrétienne, c'est un courant politique qui existe, les démocrates populaires, alors il y a une longue tradition de la démocratie chrétienne, mais elle a commencé à droite, des catholiques sociaux, et pour devenir de plus en plus à gauche, mais en étant très minoritaire. Et puis, ce courant politique qui va vraiment donner des résistants importants, comme François de Menthon, comme Tedjen, comme Bidault, enfin des gens qui vont vraiment donner à cette force politique-là une grande importance. Alors après, ils vont évoluer vers le centre droit, mais vous avez là ces deux courants de la vie politique
qui vont donner naissance à l'UDF et au RPR dans les années 70-80, qui vont, enfin voilà, ça structure notre vie politique. Ce qui fait que les nationaux, la droite et l'extrême droite, tout ça n'existe plus et devient très minoritaire. Alors, tout ça ne veut pas dire que le souvenir de Vichy, la mémoire de Vichy, sur le plan culturel et politique, ne fait pas l'objet de réécriture, alors, j'arrive au procès Pétain, où il y a vraiment déjà cette idée au moment du procès Pétain en 1945, et c'est d'ailleurs inventé au moment du procès Pétain, que finalement le maréchal Pétain, il a fait ce qu'il a pu, il a fait le moindre mal, il était le bouclier, tandis que De Gaulle était l'épée. Ça, c'est une croyance populaire qui, effectivement, a eu vraiment droit de cité. Et en fait, c'est ce que les Français auraient voulu. C'est-à-dire que les Français sont restés, ont aimé le maréchal Pétain, pour dire les choses franchement, et ont distingué le maréchal Pétain, qui était très populaire, qui a fait l'objet d'un culte de la personnalité invraisemblable pendant la guerre. On a commué tout le monde dans les classes, il y a eu vraiment une adoration de Pétain. Et dans la France de l'après-guerre, même s'il y a des sondages sur la popularité de Pétain en 1945, ça chute quand même, mais à la fin des années 40, Pétain est encore vivant, il est sur l'île Dieu, il y a là une sorte de tendresse pour le maréchal Pétain qui se développe fin des années 40, début des années 50. En plus, l'épuration a quand même généré certaines cicatrices, du ressentiment. Il y a aussi la logique de la guerre froide qui s'abat sur la France en 1945. Tout ça fait que le rapport à Vichy, vous avez à la fois ce discrédit politique dont je vous ai parlé, et en même temps un besoin fort de réconciliation. De réconciliation, où finalement cette idée que, ma foi, sous Vichy, on a fait ce qu'on a pu, que certes il y a des traites, mais que Pétain, il a fait ce qu'il a pu, que les Juifs français, les Juifs français, ils ont été sauvés, c'est grâce à Pétain. Tout ça, c'est vraiment, ça participe de ce que lit le grand public cultivé. Je pourrais vous donner l'exemple, et je vous donne l'exemple de l'histoire de la France et des Français, que vous avez peut-être tous dans votre bibliothèque, d'André Castelot et Alain Decaux. En tout cas, moi, je l'avais dans la bibliothèque de mes grands-parents. C'est leur exemplaire. Voilà, tout le monde disait ça dans les années 60-70. Ça, c'est l'édition de 1972. Alors, vous lisez qu'au moment des rafles, Pétain s'est indigné en vain. Enfin bref, une vision soft, un peu light de ce qu'a été Vichy. Et vous voyez que même les Juifs ne s'attendaient pas ne savaient pas ce qui les attendait, qu'ils étaient presque confiants quand on les photographiait. On ne nous précise pas que c'est une photo de propagande. Bref, vous voyez une vision comme ça, un petit peu lénifiante de Vichy. Une mémoire aussi des années après le retour de De Gaulle au pouvoir, qui est dominée par le prestige militaire de la France, de la résistance. Donc, on n'a pas envie de parler de Vichy, et le général de Gaulle, c'est un sujet qui l'évacue. À chaque fois, ça ne l'intéresse pas, et donc, vous voyez qu'il y a comme ça une forme à la fois pour le grand public cultivé d'oubli, d'occultation et de vision très, très indulgente par rapport à ce qu'a été la réalité de la politique de Vichy. Et j'en arrive à mon deuxième volet qui va relier à la fois la mémoire des crimes de Vichy et l'émergence d'une mémoire centrée sur les génocides des Juifs. Tout ça va tourner au tournant des années 70, où, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai beaucoup traité ça dans mon livre sur le savoir des victimes. Vous avez des moments comme ça, des moments, des bornes. Pour moi, l'une des bornes de cette perception qui va évoluer sur Vichy, c'est le moment 67. 67, il y a un premier livre qui va être un best-seller, La Grande Rafle du Veldiv, Claude Lévy-Poltiard. C'est un livre de militants
c'est tous les deux anciens militants communistes, juifs, Claude Lévy. Et en fait, Claude Lévy, pour dire les choses assez franchement, s'est allié avec un ami non juif, communiste, parce qu'on est encore dans une phase où on ne peut pas avancer seul quand on est un militant juif de la mémoire, et il faut être protégé par voilà, le manteau protecteur de la résistance communiste, qui est ce qui permet de... Mais c'est clairement un livre qui vise à jeter un pavé dans la mare et de dire, voilà, nous vivons dans une irritante falsification de l'histoire, je cite les mots de la préface de Claude Lévy, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont... Et ça vise à dire la vérité. Il a utilisé cet objet, la Grande Rafle du Veldiv, parce que la Grande Rafle du Veldiv est totalement passé dans l'oubli. D'ailleurs, cette rafle n'a pas de nom avant ce livre. C'est ce livre qui a donné ce nom à la Rafle du Veldiv. Cet événement, 13 000 hommes, femmes, enfants arrêtés en moins de 2 jours, s'est passé sous les radars de la mémoire nationale, et il fait revivre ça pour incriminer les responsables français de la déportation des Juifs. Et donc c'est un coup de tonnerre, et c'est une première prise de conscience qui va donner, suite au Chagrin et la Pitié. Le Chagrin et la Pitié, c'est un film qui a un lien clairement avec ce film, avec ce livre, et Marcel Ophuls n'aurait peut-être pas eu la volonté d'être aussi polémiste et aussi cinglant sur les responsabilités de Vichy. D'ailleurs, l'homme qui parle de Vichy et des Juifs, c'est bel et bien Claude Lévy. Hein. On oublie parfois son rôle dans ce film. Et cet accent qui est mis sur les responsabilités propres de Vichy, sur les mensonges de ceux qui défendent Vichy. On voit ce montage qui est fait par Ophuls. On voit Lévy qui dit tranquillement la vérité, et le gendre de Pierre Laval, le René de Chambrun, qui ment, qui dit voilà, mon beau-père n'était pas un répressif, il a sauvé les Juifs français. D'ailleurs, les chiffres sont là, 5% des Juifs français ont été déportés. Et on arrive donc à une période où vous allez avoir non seulement la mise au jour de la vérité sur les crimes de Vichy, mais où vous allez aussi avoir des gens qui veulent obtenir justice et qui vont donc, je vous montre là cette photo de Serge Klarsfeld, qui vont donc mener campagne à partir de la fin des années 70 pour obtenir ce qu'il appelle le grand procès de Vichy. Alors là, à ce moment-là, fin des années 70, on est dans un moment où vous allez avoir des affaires, et des affaires qui vont à la fois mêler le souvenir de Vichy et en même temps avoir un lien avec l'émergence de l'extrême droite. Ce qu'on appelle l'extrême droite, et qui n'existe plus, ou qui est très faiblement représentée d'un point de vue politique en France. En 1965, vous avez eu un candidat d'extrême droite, candidat à l'élection présidentielle, c'était Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Jean-Louis Tixier-Vignancourt est lié à l'histoire de Vichy. Il a fait partie de ces parlementaires qui ont soutenu, qui ont fait partie de cette véritable bande qui, autour de Pierre Laval, a menacé tout le monde à Vichy. C'était un député Fédération républicaine. Non, pardon, il n'était pas la Fédération républicaine, il était dans un autre groupe plus mineur qui était à cheval entre la droite et l'extrême droite, mais c'est vraiment... L'extrême droite était très peu représentée à la Chambre des députés à l'époque. Donc il a été dans le premier gouvernement de Pétain, vous ne le voyez pas là sur la photo que je vous ai montrée parce qu'il était simple secrétaire général à la propagande. Donc c'est un homme de Vichy, c'est un homme de la collaboration, et très clairement l'histoire qu'il porte est liée à ça. Et donc on voit très bien ce que pèse l'extrême droite quand Tixier-Vignancourt se lance. Il fait une campagne assez tapageuse d'ailleurs en 1965, et au début il a des sondages assez spectaculaires. Et il finit à 5%. Vous voyez, c'est ça que pèse véritablement l'extrême droite. Et quand il y a des sondages sur ce que pensent les Français, l'extrême droite, en gros, elle pèse, d'un point de vue de sondage, elle pèse autour de 7%. Donc voilà, donc c'est ça que pèse l'extrême droite. Et dans les élections, l'extrême droite commence à revenir, parce que Tixier-Vignancourt, ça a été une sorte de première
Je ne parle pas du poujadisme, parce que le poujadisme, c'est plus compliqué. Là, j'en suis à mon extrême droite classique, traditionnelle, mais cette extrême droite est archi minoritaire. Et aux élections législatives, vous avez pour la première fois depuis très longtemps des partis étiquetés extrême droite qui se présentent aux élections législatives. C'est le Front National de Jean-Marie Le Pen et c'est le parti des Forces Nouvelles. J'oublie le nom de son responsable. Et ils font je crois qu'ensemble, ils doivent faire 2%. Mais quand même, il commence à y avoir des campagnes d'affichage sur, vous savez, cette fameuse campagne 3 millions d'immigrés, 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés. Alors, ce n'est pas 3 millions, mais c'est 1 million. Puis, ils feront d'autres affiches et ce sera à chaque fois cette équivalence. Donc, il commence à y avoir quelque chose. On sent une montée de cette extrême droite raciste contre les immigrés et ce problème des immigrés qui est à l'agenda politique avec Giscard d'Estaing qui commence à se dire il faudrait peut-être renvoyer de manière importante les travailleurs algériens. On essaie même de prendre contact avec l'Algérie. Patrick Veil a montré ça dans un livre, La France et ses étrangers, où on voit des plans absolument incroyables, et puis des hauts fonctionnaires qui disent peut-être qu'il faudrait faire attention parce que ça nous rappelle Vichy. Donc on voit que cette mémoire de Vichy, elle pèse, et qu'elle va coïncider avec cette volonté de faire juger Vichy. L'affaire d'Arquet de Pellepot en 1978, cette interview scandaleuse dans l'Express, et donc vous savez, peut-être, je vous résume, hein, d'Arquet de Pellepot, ancien commissaire général aux questions juives, qui en Espagne, il est condamné à mort par contumace, hein, pour avoir été commissaire général aux questions juives, et il fait une déclaration où il dit « À Auschwitz, on n'a gazé que des poux ». Il incrimine aussi René Bousquet, le chef de la police de Vichy, qui a 69 ans en 78, qui fait partie de conseil d'administration de grandes sociétés, donc qui est un homme important, et donc c'est un coup de tonnerre. Et Klarsfeld peut profiter du scandale généré par cet entretien pour enfin lancer sa campagne contre Bousquet, mais il ne va pas porter plainte contre Bousquet tout de suite, parce que Bousquet a déjà été jugé en 1949 par la Haute Cour de justice et acquitté. Je vous montre une photo de ce procès où Bousquet avait bien raison de faire des prières parce que ses vœux ont été exaucés. Il a été acquitté pour service rendu à la résistance. C'est sans doute un des plus grands scandales de l'épuration. Et cet homme-là a tenté de se relancer en politique auprès du centre-gauche. Et c'est un ami de François Mitterrand. Bref, un homme important qui appartient, mais ça je pense que c'est Bénédicte qui vous en parlera lors de la prochaine conférence. Donc cet homme-là, qui est vraiment l'incarnation de ce qu'a été le Vichy de Laval, ce Vichy où on a des gens qui sont prêts à servir n'importe quel pouvoir, cet homme-là est passé a été acquitté et son principal adjoint, Jean Leguet, n'a même pas été jugé, il avait été simplement renvoyé de la haute fonction publique. Donc il y a bien là un scandale, ces gens qui ont été les organisateurs des rafles de l'été 1942, ces hommes c'est eux qui ont décidé, notamment Jean Leguet, de séparer les familles, ce crime dans le crime, cette chose impardonnable, et je fais une petite parenthèse sur ce moment 1942, et sur l'un des apports du livre que je viens de faire, avoir bien conscience que ce crime de 1942, les acteurs de l'époque en ont eu conscience, et qu'au sein même du gouvernement de Vichy, vous avez eu des gens qui ont eu conscience que la politique de Laval et de Bousquet était un crime, était un déshonneur. Je vous cite là, c'est un journal inédit que je cite dans ce livre, directeur du cabinet civil du maréchal Pétain, qui se désespère de l'antisémitisme de Pétain et de son incapacité à freiner Laval qui de ce fait, vous voyez, on a presque l'impression de lire le discours de Chirac en 1995, la France qui a pris sa part de responsabilité et le pays qui s'est de ce fait abîmé dans le plus abject des honneurs.
Et d'ailleurs, vous voyez à la fin Pétain qui se fait engueuler par son propre directeur du cabinet Sével et qui accepte mes dures paroles. Il reconnaît les choses qu'il regarde. Donc il y a bien un crime qui a été commis, et ce crime, il y a une forme d'incapacité au plus haut niveau de l'État dans les années 1980 à en accepter la réalité. Et le président Mitterrand va bloquer les affaires Le Guet, les affaires Bousquet, évidemment, l'affaire Papon aussi. Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Je ne sais pas si je vous ai mis une image sur lui. Non, je ne vous ai pas mis d'image sur lui. Mais tout ça va créer des scandales, mais avec quand même cet héritage. Donc c'est ça les deux fils. On a un héritage politique très clair, très direct, et qui est directement lié à la collaboration et à Vichy, c'est que l'extrême droite, incarnée par le Front National de Jean-Marie Le Pen, est infréquentable et que la droite classique refuse. Dans les années 80, il y a des tentations, hein. C'est pas des anges, hein. Il y a des tentations électorales, il y a parfois des alliances au niveau local, mais au niveau national, le choix est fait. Et c'est un choix extrêmement important parce qu'il a des répercussions jusqu'à nos jours encore, de refus d'alliance au niveau national entre la droite et l'extrême droite, en raison du souvenir de Vichy et de la collaboration, et parce que, en raison de Vichy, l'extrême droite, la droite nationaliste, est marquée du fer rouge par la honte de la collaboration, mais surtout par ce crime de la déportation des Juifs qui devient, dans les années 80-90, une chose obsessionnelle dans notre mémoire nationale. Donc on voit que c'est vraiment ça qui explique pourquoi, et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que le chef de la droite parlementaire, Jacques Chirac, donc candidat à l'élection présidentielle en 1988, maire de Paris, vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous faire le CV de Jacques Chirac, que c'est lui qui établit ce cordon sanitaire, c'est le même homme qui, en 1995, en tant que président de la République, va faire ce que Mitterrand, président socialiste, n'a pas fait, c'est-à-dire reconnaître en 1995, 16 juillet 1995, la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Et on voit très bien qu'il y a un lien entre cette reconnaissance mémorielle et le refus. D'ailleurs, le discours de 1995 est un discours politique qui s'en prend, par des allusions à la fin, au Front National, à Le Pen et ses provocations antisémites qui font que c'est pas tolérable et pas envisageable de s'allier avec le Front National. Donc on voit vraiment la longue durée et le poids de cette histoire jusqu'à nos jours. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que Vichy est très clairement un boulet qui est au pied de l'extrême droite française, d'une part en raison de ce qu'est l'histoire propre du Front National, et sur lequel le parti actuel, le péniste, le mouvement Le Péniste, n'a jamais véritablement fait ce qu'on appelle l'inventaire, et reconnu. Vous n'avez pas eu de déclaration en disant le bilan est globalement négatif, cette histoire est honteuse. C'est jamais comme ça que les choses sont présentées. Parce que la vérité, c'est que le Front National est né, ça vous le savez, mais je vous le rappelle, de gens qui ont servi le régime de Vichy, qui ont même servi l'Allemagne nazie en armes. Vous avez des Waffen-SS, des miliciens, ce sont eux les fondateurs du Front National. Imaginez encore qu'au début des années 1980, le secrétaire général du Front National et celui qui rédige le programme économique du Front National, c'est Pierre Gérard, qui est l'ancien directeur de l'arianisation économique du Commissariat général aux questions juives, sur lequel j'avais fait ma thèse. J'étais très surpris de voir Pierre Gérard, même gars qui était avant au Rassemblement anti-juif de France de Darquet de Pellepoix, enfin bref, un pur produit de l'antisémitisme français qui est l'un des principaux collaborateurs de Le Pen. C'est ça l'histoire de ce parti. Et jusqu'à la fin des années 2010,
le mouvement lepéniste et Marine Le Pen, qui prend la suite de Jean-Marie Le Pen, était sur cette ligne néo-pétainiste de Pétain qui avait fait de son mieux et on condamnait le discours de Chirac en disant que non, que la France de Vichy c'était pas ça, qu'on avait fait de notre mieux. Donc il y a vraiment jusqu'à la fin des années 2010, c'est cette proximité, sans parler de l'histoire et des origines du parti. Et ce qui est très frappant durant ces dernières années, c'est de voir que, on le voit, la mémoire de Vichy reste encore présente, mais vous allez avoir, pour se débarrasser du boulet de Vichy, qui est ce qui empêche l'union des droites. Et cette union des droites, on voit bien que c'est ce qui peut permettre d'empêcher la gauche de gouverner, c'est ce qui peut permettre d'aller contre une sorte de fatalité qui voit des fronts républicains se faire, de voir des gens qui arrivent à empêcher des alliances naturelles. Vous allez avoir deux stratégies. La première, c'est celle de Zemmour, qui est la fuite en avant, néo-pétainiste, de dire attendez, on réécrit l'histoire et on dit en fait, les gaullistes et les pétainistes, ils étaient de mèche. En fait, Pétain, il a sauvé les juifs français, parce que l'idée, c'est de dire Vichy, c'est pas si mal, De Gaulle, c'est pas si bien, en fait, mais tous ces gens-là, en fait, doivent s'entendre. C'est ça la logique de Zemmour, logique d'intellectuel. Mais c'est vraiment ce qui était derrière son projet, qui était aussi d'atténuer les crimes de Vichy pour préparer d'autres crimes, très clairement. Quand vous avez un homme dont le programme était de renvoyer en 5 ans 1 million d'étrangers, c'est 200 000 par an en 5 ans. Comment vous faites? Vous êtes obligé en fait, de faire ce que Vichy a fait, c'est-à-dire des lois qui permettent d'interner, de point de vue administratif, des étrangers indésirables, de cibler des gens aussi sur leur religion, parce qu'il faut toujours penser que ce qui caractérise et ce qui distingue fondamentalement l'extrême droite de la droite classique, c'est que l'extrême droite en vient toujours à s'en prendre aux Français, à des Français qui ne sont pas assez français. Donc c'est vraiment... Et donc fondamentalement, dans le programme de l'extrême droite, on vise bien des gens qui en fait sont français, mais qu'on considère comme étant étrangers parce qu'ils ne sont pas la bonne religion ou qu'ils viennent d'Afrique. C'est vraiment ça, c'est l'un des critères si on voulait les distinguer. Bref, c'est la première stratégie. Mais la deuxième stratégie, qui est celle qu'a adopté le mouvement lepéniste, c'est de dire, en fait, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on n'a rien à voir avec cette histoire-là. Et d'ailleurs, c'était assez marrant. Vous parliez tout à l'heure de ce qui s'est passé avec la messe là, en hommage à Pétain à Verdun, où il y avait 20 individus qui se... Voilà, ce qui est frappant, c'est de voir la réaction des dirigeants lepénistes, qui étaient tous, je cite ça parce que j'ai reçu ça, c'était un copain qui m'a envoyé ça, un tweet d'une des fines fleurs du RN, parce que vous voyez bien que le RN, on a Marine Le Pen, Bardella, et puis on a une demi-douzaine de porte-parole, de gens qui parlent, qui sont présentables, plus ou moins présentables d'ailleurs, mais c'est Chenu, j'oublie leur nom, mais enfin vous les voyez, il y en a 5-6 qu'on voit tout le temps à la télé, et l'un d'eux, il s'appelle Odoul. C'est l'un de ceux dont on voit que vraiment la dédiabolisation, il y a encore un petit peu de travail parce qu'il a de temps en temps des sorties de route, mais on le voit parler comme ça. J'ai été très choqué de voir qu'on organisait une messe pour Philippe Pétain qui a été l'une des pires ordures de notre histoire. Il a délibérément collaboré avec l'occupant nazi et livré des Juifs aux Allemands. Il doit pourrir dans les caniveaux de l'histoire. Je pense que l'ami Delogu, là, le fameux inculte de LFI, il dirait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la volonté de dire ça. Vous voyez, ce type de stratégie, c'est tellement outrancier qu'en en fait, on n'y croit pas, quoi. C'est vraiment là. Et donc, il faut bien aujourd'hui que ce boulet
de l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, ça n'existe plus. Le RN n'est pas d'extrême droite parce que, vous voyez, il dit du bien, il dit du mal, pardon, de Pétain, qu'il est le principal défenseur des Juifs en France. Et donc, si on est le principal défenseur des Juifs en France, c'est qu'on n'est plus d'extrême droite. Et que même les gens d'extrême droite, c'est pas nous, c'est LFI. Enfin, voilà, c'est vraiment comme ça. Enfin, passer un peu de temps, ce que je fais de temps en temps sur CNews, c'est très instructif. Et j'avais passé pas mal de temps sur CNews au moment de la mort de Jean-Marie Le Pen. C'était marrant de voir comment on présentait la mort de Jean-Marie Le Pen. Il n'y avait plus aucun lien avec son histoire. Certes, il y avait des dérapages, mais ces dérapages, en fait, ça annonçait Mélenchon. Voilà, l'antisémitisme de Le Pen, ça annonçait Mélenchon. Et pour le reste, Le Pen n'était pas d'extrême droite. C'était un précurseur de l'Union des droites, la vraie droite nationale. Voilà, on est vraiment dans une réécriture de l'histoire. Et on voit aujourd'hui que ce passé de Vichy, dans notre histoire, devient quelque chose de presque déconnecté de la réalité. C'est pour ça que nous, on a vraiment voulu marteler Vichy, c'est l'Union des droites. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous vend l'Union des droites. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu, c'est le mot à la mode. Hein. Si vous lisez Valeurs Actuelles, que vous regardez CNews, que voilà, toute la sphère Bolloré essaye de nous vendre l'Union des droites et essaye de nous vendre quelqu'un qui peut représenter cette Union des droites, mais qu'on veut complètement couper de l'héritage politique fondamental de cette Union des droites, c'est-à-dire cette histoire dont Vichy est l'un des chaînons. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près 1 heure et je m'arrête là pour vous laisser du temps pour me poser des questions. Alors, je vais commencer par une note pessimiste et finir par une note optimiste. Ça va? Alors, il y a des gens qui ont collaboré et qui ne... Si on entend. Il y a un écho. Ils ne sont pas repentis. Je pense à Robert Badilla qui finit par remonter à la dame. Mais pas plus sous un micro. Mais il faut toujours se méfier des généralités. C'est un optimiste. La fille Michaud a fourni des contenus à l'armée allemande. Mais les frères Michelin ont tous les deux fait à distance. Parce qu'elle était avec Edvald. Jean-Luc a travaillé dans la Special Operation. Voilà. Et si on prend le verre à moitié plat, on peut dire qu'il y a un nombre de personnes qui disent qu'ils votent pour le RN et que le niveau de vote pour le RN diminue avec le niveau d'études. Voilà. Oui, la note optimiste, elle est liée aussi à notre héritage historique. Et c'est vrai que c'est pour ça que vous avez raison, l'inculture est un terreau fertile pour les idées de l'extrême droite, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont convaincus qu'on n'a jamais essayé. Voilà, qui pensent qu'il faut plus d'autorité, et des jeunes en particulier, qui sont... Je pourrais vous raconter ma vie personnelle, mais je vais à un baptême républicain et je me rends compte que le parrain, c'est un jeune gars, un ami de ma sœur, et ma sœur découvre, et d'ailleurs ça prouve qu'il vote Bardella. Et pour lui, Bardella, c'est un type super. C'est un type super, il n'est pas du tout d'extrême droite. Voilà. Mais alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est que ça a bien frité entre la famille de ma sœur et puis le grand ami. Donc, ouais, ça, c'est notre héritage politique. Ça remonte au fait qu'en France, la République, elle a eu du mal à s'installer, qu'on a des réflexes, ce qu'on appelait avant la défense républicaine, ce qu'on a appelé l'antifascisme dans les années 30, ce qu'on a appelé ce réflexe de front républicain, ce qui m'avait permis de prophétiser sur Facebook. Ma femme m'avait dit « mais t'es complètement idiot, il ne faut jamais prophétiser ». Et j'étais convaincu au moment de la dissolution que ça marcherait. Voilà, parce que
Macron, il n'a pas de culture historique. Il pensait que la gauche, la gauche, c'est toujours entendu, c'est comme ça, c'est dans son ADN. La droite se divise, la gauche s'unit, c'est l'histoire politique française. Et l'extrême gauche, la gauche, ils arrivent à s'entendre quand il y a ce péril dans la demeure, parce qu'on a cette culture politique, on a peur de ces gens-là. On a peur de ces gens-là. Mais c'est la note négative. Le fait que notre histoire, on l'oublie. C'est vrai qu'elle est assez loin. C'est vrai que ça permet aussi à... Voilà, mais Bardella, c'est le vide absolu. Je pense pas qu'il puisse passer. Ça me paraît impossible. Le sondage que j'ai vu passer il y a quelques jours me paraît d'un point de vue... Là c'est presque historique. C'est-à-dire qu'il faut regarder avant. Ce type de candidat-là, en France, n'est jamais passé. Et si jamais il passe et que je me suis trompé, les historiens retombent toujours sur leurs pattes, c'est parce qu'il y aura un contexte conjoncturel qui n'est pas encore là. Mais là, je ne vois pas comment ça peut être possible. Voilà. Essaye, oui. Je vais essayer. Oui, c'est à propos du film Le Chagrin et la Pitié, que j'ai vu effectivement en 72, je crois que ça passait dans une salle à Paris, peut-être deux, enfin très peu. Par contre, je crois savoir que ça a été interdit à la télé, et quand est-ce que, sous quel président, ça a été à nouveau, enfin, possible de le voir à la télé. Vous avez quand même fait l'effet du monde, ce film. Alors, j'espère de tout cœur que l'écho, quand je parle, est moins important que là, parce que... Ah, génial. Alors, c'est une question passionnante que vous posez sur l'histoire du chagrin et la pitié. Je pourrais en parler pendant des heures parce que ça m'a tout à fait captivé comme enquête. Et alors, en fait, on ne peut pas dire que ça a été interdit sur l'ORTF. L'histoire, c'est celle-ci. Marcel Ophuls, il travaillait pour l'ORTF, il avait déjà fait des documentaires, et on lui avait demandé de faire un documentaire sur, en gros, la France pendant la guerre. Entre-temps, il y a 68, et donc l'équipe des gens avec qui il travaillait, les journalistes Harris et Séduit, ont des problèmes parce qu'il y a une mise au pas, évidemment, après mai 68, donc c'est les gauchistes, en gros, on s'en débarrasse, quoi. Et en plus, Ophuls part sur un projet très personnel d'un film coup de poing qui dure 4h30. Donc, alors j'ai lu les débats, voilà, donc rien que la durée déjà était assez rédhibitoire pour une diffusion, et donc ils vont faire le choix de ne pas le diffuser. Voilà. Alors, ça va, effectivement, ça a privé des centaines de milliers de gens de le voir, mais c'est un vrai succès en salle. À la fin de l'année 1971, il y avait 300 000 personnes qui l'ont vu. Vous allez me dire, c'est pas non plus ouais, mais c'est quand même un succès pour un film comme ça, 4h30. Et donc, alors à l'époque, moi je m'étais plongé dans les comptes rendus des différentes commissions de l'ORTF, une commission avec des historiens, il y avait René Raymond, et en fait, ils ont eu l'idée de dire, en fait, on va faire un film pas polémique. Et donc, ils ont fait un contre Chagrin et la Pitié, qui est une histoire de Vichy, de l'occupation, qui va être diffusée en 1974. Et c'est Georgette Helger qui va écrire ce film, avec René Raymond comme consultant historique, et puis un réalisateur dont j'oublie le nom. Alors, je ne sais pas si vous avez des souvenirs les plus anciens dans la salle de ce film, en 1974, qui était, je ne sais plus comment il s'appelait, j'en parle dans mon bouquin sur le savoir des victimes. Et c'est pas si mal, en fait. C'est pas si mal, c'est pas Le Chagrin et la Pitié, mais voilà, Le Chagrin et la Pitié, c'est quand même un film d'auteur, et il faut attendre 1981, Mitterrand, pour que l'ORTF, alors c'est plus l'ORTF, mais que la télévision publique le montre. Et là, Marcel Ophuls va être un peu déçu parce que ça ne va pas tellement captiver les gens, il va y avoir des gens qui vont le lire, mais ça ne va plus tellement faire débat en 1981. Comme si la vision très
très 68 hard, hein, le côté, vous connaissez tous ce film, cette manière très offensive d'interroger les gens, ce côté très provocateur du discours, puisque vous avez quasiment plus de résistance communiste, plus de résistance gaulliste. Voilà, il y a une vision très étonnante, hein, de la période. Bon, ça n'a pas fait scandale, voilà. Oui, comme tous les gens de ma génération, un peu avant, un peu après, j'ai été abreuvé d'une diète continue de films aussi bien français qu'américains et de téléfilms français portant sur la résistance et sur la Deuxième Guerre mondiale, depuis la bataille du Rail, les portes de la nuit, etc. Et j'ai franchement l'impression qu'avant Le chagrin et la pitié, et avant le bouquin de Paxton aussi, vous allez peut-être parler, je ne sais pas savoir ce que vous en pensez, il y avait un grand absent. J'ai oublié de parler du livre de Paxton, c'est une erreur alors que je prévoyais d'en parler. Voilà, mais je suis allé plus vite, bien sûr. Il n'y avait qu'un seul personnage, c'était les résistants. C'est hautement mérité. Je vois aussi pour mes grands-parents, qui étaient de la génération de la guerre de 14, qui étaient nés à la fin du 19e siècle. Mon grand-père avait été nommé officier sur front de troupes en 14, il était chef d'îlot pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait planqué une arme à l'intérieur de la cheminée. Bon, enfin, tout le monde a des anecdotes comme ça. Hein. Il y avait un grand absent dans ces films et dans la conscience collective des Français de cette époque-là, pour qui finalement la Deuxième Guerre mondiale et la résistance c'était la continuation de la Première Guerre mondiale, voire de 1870. Absolument. Le père tranquille. Les Juifs. C'est-à-dire que les déportés, quand on les voyait partir dans les trains, c'était des déportés politiques. C'était des communistes, des résistants. C'était rarement précisé communistes, d'ailleurs, ou socialistes, ou francs-maçons. Mais les Juifs, il n'en était absolument jamais question. Alors qu'effectivement, les deux ouvrages cinématographiques et littéraires, enfin historiques plutôt, que je viens de citer, remettent en scène, effectivement, en scène et en évidence, la complicité, la large complicité, je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur époque, si on n'est pas là, de la grande masse des Français par rapport à ces Juifs déportés. Hein. C'est la même histoire. Ah oui, mon voisin palier est juif, donc je ne suis pas antisémite. D'ailleurs, j'ai même gardé son appartement et ses œuvres d'art pour quand il reviendrait de voyage. Non, vous avez tout à fait raison. On a vraiment ces 11 années du pouvoir de 58-69 du général de Gaulle. Ça a totalement façonné à tel point qu'on a l'impression qu'il n'y a eu que ça dans l'après-guerre et que ça a duré bien plus que 11 ans. Mais il y a vraiment cette vision qui, effectivement, rend impossible de mettre dans le tableau le sort des Juifs. Et j'ai remis la diapo sur le livre de Claude Lévy parce que Claude Lévy, en 1967, on est au mois de mai 67, il adresse au général de Gaulle, président de la République, il adresse son livre. Et j'ai trouvé dans les archives de Claude Lévy, au Mémorial de la Shoah, la réponse de... Alors, c'est jamais de Gaulle qui écrit, évidemment, c'est lui qui signe, mais c'est la pensée du général de Gaulle qui est traduite par la personne qui écrit, et il s'adresse quand même à quelqu'un dont les deux parents sont morts en déportation, et il dit « J'aurais une pensée » parce qu'évidemment Claude Lévy lui a raconté un peu son histoire, et il dit « J'aurais une pensée pour vos parents qui sont morts héroïquement. » Vous voyez, c'est l'incapacité de penser autrement l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, autrement qu'avec un cadre d'analyse qui est militaire. Voilà, c'est des combattants, des héros, Eh ben non, les pauvres parents, ils étaient âgés, c'était des pauvres vieux juifs arrêtés à Lyon et déportés. Voilà, et ils sont morts gazés à Auschwitz. Donc il y a effectivement là une incapacité qui est liée à une mauvaise conscience nationale, vous avez parfaitement raison de le signaler, qui va entraîner ce retournement, parce qu'il y a un retour de bâton, c'est toujours comme ça que ça se passe, et une vision qui, dans les années 70, est véritablement masochiste. Et d'ailleurs, le livre de Paxton, ce qui est très fort dans ce livre, c'est que c'est un livre qui
porte sur la politique du gouvernement de Vichy. C'est un livre qui a toute sa validité. Alors nous, on est le premier livre de recherche depuis Paxton. C'est pour vous dire comme Paxton, sur un livre général sur Vichy fondé sur des recherches, personne n'avait osé, parce que c'est un livre fondamental qui, sur l'histoire de la collaboration, est totalement valide d'un point de vue scientifique. C'est rare que 52 ans après. Voilà. En revanche, Paxton, le titre de son livre, c'est La France de Vichy. C'est-à-dire qu'il considère que toute la France, c'était Vichy en quelque sorte. Et donc, il y a cette espèce, dans les années 70, de vision un peu masochiste, mais ça, voilà, on a vécu sur des mensonges, on a vécu sur ce déni, on a vécu sur cette mauvaise conscience. Et là, dans les années 70, ça devient on est tous des salauds, enfin voilà, des films, on était des délateurs. Il y a ce mythe de millions de délateurs. Et donc tout ça va avancer jusqu'aux années 80, et avec cette idée du français moyen qui a été veule, qui a été lâche, qui a dénoncé 3 millions de lettres de délation. Vous voyez le livre d'Halimi, André Halimi en 1983, il y aurait eu entre 3 et 5 millions de... Ça repose sur rien, c'est faux. Mais c'est encore dans les manuels scolaires, hein, entre 3 et 5 millions de délateurs pendant la guerre. Enfin, voilà. Des policiers qui, pendant la rafle du Veldiv, auraient tous été zélés, tous des salauds. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des zones grises au cœur même de l'État, qu'il y a des policiers qui ont prévenu, et que si justement autant de Juifs ont survécu en France, ce n'est pas grâce à Vichy qui aurait sauvé telle catégorie en sacrifiant d'autres, c'est parce que vous avez, et ça je l'ai fait quand j'ai travaillé sur la rafle du Veldiv, dès la rafle du Veldiv, les 2/3 des gens y échappent. C'est une singularité en Europe. Et pourquoi il y a 2/3 des victimes y échappent ? Parce que c'est l'administration ordinaire, et que dans cette administration ordinaire, il n'y a pas que des antisémites zélés. Vous avez aussi des policiers qui ont prévenu, etc. Donc c'est toute cette vision-là qu'aujourd'hui on a, mais qu'il a fallu des décennies pour arriver à cette vision nuancée de Vichy, cette France que Chirac nous a vendue en quelque sorte. En 1995, il reconnaît les crimes de Vichy et en même temps il honore les justes. Vous voyez cette vision-là qui est idéologique, mais qui est aussi fondée sur, et c'est la thèse de Klarsfeld, la thèse de Vichy-Auschwitz, c'est de dire un quart des Juifs de France ont survécu, un quart des Juifs ont été déportés à cause de Vichy, et les 3/4 ont survécu grâce aux Français. C'est un peu irénique, c'est un peu simplifié, mais c'est fondamentalement la réalité historique qui est qu'il y a eu suffisamment de garde-fous dans la société française pour freiner la politique de Vichy qui était prête. Vichy était prêt à déporter bien plus de Juifs et à l'été 1942, il y a eu des protestations, et même des protestations publiques d'évêques. Et Vichy était obligé de dire aux Allemands, on peut vous donner tous les Juifs étrangers, mais les naturalisés qu'on voulait vous donner, tous ces Juifs qui ne sont pas vraiment des Français, ceux-là, on ne peut pas vous les donner tout de suite. Donc vous voyez qu'il y a eu comme ça, mais ça, il a fallu 80 années de travaux pour qu'on arrive à une vision qui, je l'espère, est aujourd'hui nuancée. Bon, oubliez que le statut sur les Juifs, c'est octobre 40, et déjà l'antisémitisme était présent dans la doctrine de Vichy. Les Allemands ne demandaient pas nécessairement au début un tel zèle. Laval y a poussé avec la bénédiction, l'insouciance de Pétain, devant une France complètement atone, et des Français qui surtout leur survie immédiate. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas dissocier la politique d'antisémitisme de Vichy des actes des dirigeants de l'époque, qui après, les Allemands s'en sont félicités, mais au départ, je crois pas, pour le contrôle, que les Allemands étaient très demandeurs. Alors le Veldiv, est-ce que c'est pas les Allemands qui l'ont demandé ? Ah si, alors attendez, alors là, alors là, c'est une question fondamentale que vous soulevez parce qu'elle entrecroise à la fois les marges de manœuvre de Vichy, l'opinion et la mémoire. Il est certain que la politique antisémite de Vichy, elle ne va pas choquer l'opinion publique jusqu'à l'été 1942. Il y a un antisémitisme, on va dire, d'opinion, très répandu dans la société, alors même que Vichy se disait une loi raciale dès octobre 1940, peut-être que ça ne passera pas dans l'opinion, ils se méfiaient, c'est-à-dire ils ne l'ont pas fait tout de suite d'ailleurs, ils ont attendu 3 mois. Le statut des Juifs, c'est à la fois l'antisémitisme propre de Vichy, très clairement, qui vise les Juifs français,
le statut des juifs ne vise que les juifs français. On ne veut plus de juifs dans l'enseignement, on ne veut plus de juifs dans la magistrature, on ne veut plus de juifs dans l'armée d'armistice. Voilà. Tout ça, c'est la tradition qui remonte à l'affaire Dreyfus. Et en même temps, on fait une loi raciale parce qu'on sait que les Allemands. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les historiens, on raisonne de manière interactionnelle. Il n'y a pas non plus de statut des Juifs s'il n'y a pas de volonté de collaborer avec les Allemands. Parce qu'on sait bien que l'Allemagne nazie fait de l'antisémitisme d'État, que le Juif est considéré comme l'ennemi numéro 1 d'Hitler, et donc il y a une forme aussi. Je ne sais pas si je vous ai mis. Ah, je vous ai mis Pérouton, je voulais vous le mettre, lui. Et d'ailleurs, regardez ce document. Ça, c'est un document très rare que je montre souvent dans des formations parce qu'on voit que Pétain a failli annoncer à la population dans un discours qu'il allait faire un statut des Juifs et que, ça, quand je faisais mon livre sur l'État contre les Juifs, j'avais identifié le directeur adjoint du cabinet qui dit « Pas encore, le pays n'est pas antisémite ». Et Paris, c'est-à-dire l'occupant, se contente de mesures. Voilà. Bref, on voit que Vichy a toujours le souci de l'opinion publique, que Vichy avait peur que l'opinion publique ne marcherait pas dans le statut des Juifs, que ceux qui ont rédigé le statut des Juifs, en fait, Marcel Péroton, ministre de l'Intérieur, c'est un pur opportuniste. Lui, il fait une loi raciale parce qu'il se dit c'est bon pour négocier avec les Allemands. Il fait ça avec Raphaël Alibert, qui lui est un antisémite. Donc vous voyez que le statut des Juifs, c'est tout ça. Mais pendant 2 ans, on a une opinion qui n'est pas particulièrement choquée de cette politique. En 1941, quand on arrête des hommes étrangers, qu'on les interne en France, la rafle du billet vert, la rafle d'août 1941, le bouclage du 11e arrondissement, à la rafle des notables, là, on vise des juifs français. Donc là, il y a des gens qui disent non, c'est pas bien, mais on vise des hommes, ils sont internés. C'est pas un choc. Et d'ailleurs, le calcul cynique de Laval en 1942, validé par Pétain en Conseil des ministres, juillet 1942, c'était que l'opinion accepterait, et Pétain l'a dit lui-même, mot pour mot, la distinction entre juifs français et juifs étrangers est juste et sera comprise de l'opinion. Vichy était convaincu qu'en livrant des dizaines de milliers de juifs étrangers, en livrant aussi leurs enfants qui étaient français, que l'opinion ne serait pas choquée. Et en fait, même si on n'aime pas les juifs, arrêter des femmes et des enfants, les déporter, parce que c'est plus comme en 1941, on interne des gens sur place. Là, il s'agit de les envoyer quelque part en Pologne, en pleine guerre, alors qu'Hitler a menacé publiquement, il suffit de lire les journaux, a menacé publiquement d'exterminer les juifs. C'est dans les journaux, en 1942, il y a des discours d'Hitler qui sont publiés par la presse collaborationniste. Donc là, la population s'est dit, ça, c'est pas possible. Voilà. Et là, il y a eu ce changement, mais Vichy n'avait pas anticipé ça. Voilà. Et Vichy était obligé d'en tenir compte et de ralentir sa politique de livraison des Juifs après septembre 1942. Mais n'empêche que Vichy a rempli ses objectifs, qu'en 1942, les Allemands voulaient à peu près 40 000 Juifs. Ils ont eu 40 000 Juifs. S'il fallait livrer des enfants pour ça, on livre des enfants pour ça. Et là, effectivement, vous avez raison, c'est que les Allemands ne demandaient pas tout de suite les enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait à Paris, choisi un lieu, le Vélodrome d'hiver, où on était censé séparer les enfants de leurs parents. Les enfants devaient être confiés à l'assistance publique. Mais bon, évidemment, il ne s'agissait pas dans l'esprit des nazis de les épargner. Il s'agissait juste de les déporter plus tard, parce qu'à Auschwitz, fin juin 1942, début juillet 1942, les fours crématoires ils sont en cours de construction. Donc on ne veut pas avoir des enfants sur les bras. Les gens qui rentrent, ils rentrent pour travailler, ensuite ils sont exterminés, mais voilà, et les enfants, on prévoyait de les gazer tout de suite, mais quelques semaines plus tard. Vichy ne comprend pas tellement, Vichy ne comprendra jamais vraiment quelle était la finalité assassine. On sait que les Juifs, on ne peut pas ne pas imaginer que les Juifs sont destinés à mourir, mais on ne sait pas, les chambres à gaz des crématoires. Vichy ne saura jamais très clairement ça. Et donc on avait choisi le Vélodrome d'hiver pour faire cette séparation. Mais en fait, on ne va pas la faire, comme vous le savez. On va garder tout le monde,
et on va envoyer les mères, les pères et les enfants, on va les envoyer à Pithiviers et à Bonne-la-Rolande, et c'est là-bas qu'on séparera et qu'on fera ce crime dans le crime, puisqu'il n'y a qu'en France, à l'été 42, qu'on a séparé et déporté séparément des enfants de leurs parents. C'est vraiment le crime dans le crime, parce que ces enfants, ils étaient sauvables. Vichy aurait pu dire, ils sont français, parce qu'ils sont français à titre définitif pour plus de 80% d'entre eux. Donc voilà, mais Vichy a fait le choix de mentir, de faire croire que les enfants allaient rejoindre leurs parents et de s'enferrer dans un véritable engrenage criminel. C'est vraiment ça le crime absolu de Vichy et qui pèse encore dans notre mémoire nationale et qui est tellement lourd à porter que vous avez parfois des gens comme Zemmour qui vous inventer des thèses qui sont celles des années 50-60, du moindre mal, on a fait ce qu'on a pu. Et vous avez même encore des mauvais historiens qui font des livres pour défendre ces thèses qui étaient j'insiste, très répandues dans les années 50-60, dans des bouquins. Quand vous alliez dans une librairie dans les années 50, 60, 70 encore, c'était ça que vous lisiez. Soit la version soft de Vichy, soit la version carrément révisionniste ou même négationniste de certains livres comme ceux que je vous montre ici. Oui, si on peut parler fort. Ces temps-ci, on entend beaucoup parler d'antifascisme. Donc finalement, peut-être se poser la question du rapport entre le régime de Vichy et le fascisme. Alors, est-ce que Vichy était fasciste ? Vichy a des phases. Vous voyez, le point de départ de Vichy, c'est l'union des droites. Voilà. Donc, l'union des droites, vous avez de tout, y compris un ou deux fascistes. Voilà, et puis, ce régime fonctionne à la fois dans la Révolution nationale, on fait une politique très traditionnaliste, très moralisatrice, c'est la droite ultra, quoi. C'est la droite traditionnaliste, tout en faisant la collaboration, en essayant, les deux sont entremêlés, et ça ne marche pas tellement, l'opinion publique n'adhère pas à la politique de collaboration, ça très tôt, dès octobre 40. Il y a vraiment, on essaye vraiment dans les travaux d'aujourd'hui de bien filer ce que pensaient les gens à tel moment. Donc on voit très bien que, point de vue de la politique étrangère, la population ne suit pas, et puis la Révolution nationale, bon, il y a aussi des ratés, la population n'adhère pas forcément. En 1941, le gouvernement fait le choix du durcissement. Et là, on a une première fascisation du gouvernement où on a de vrais fascistes qui rentrent. Laval est renvoyé parce que Laval, c'est l'homme de Montoire, c'est l'homme de la rencontre d'octobre 40. Pétain, qui serre la main d'Hitler, c'est très mal passé dans l'opinion. Donc, vous savez, ça se passe toujours comme ça en politique. Pétain, il va trouver un fusible, et le fusible, c'est Laval. Donc il relance la politique de collaboration avec Darlan, mais Darlan, lui, c'est un opportuniste, il pense que l'Allemagne va très très bientôt gagner la guerre, donc il se dit, si je fascise, voire nazifie un peu le gouvernement, ça va être pas mal. Donc il fait rentrer des hommes comme Pierre Pucheux. Pierre Pucheux, c'est un authentique fasciste, c'est un homme qui a quitté les Croix de Feu en 1936 parce qu'il considérait que les Croix de Feu n'étaient pas assez extrémistes, qui a rejoint le Parti populaire français de Jacques Doriot, en 1936, et qui est un vrai fasciste, qui est à la tête du ministère de l'Intérieur, va créer des polices parallèles. Il y a aussi une nazification. On a un secrétaire d'État qui s'appelle Jacques-Benoît Méchain, qui est un historien et qui est un admirateur inconditionnel de l'Allemagne nazie. Donc vous voyez, Et puis après, vous avez le retour de Laval en 1942. Alors Laval, lui, c'est un retour à la République, quoi. Il se dit, moi je veux faire triompher la politique de collaboration, la Révolution nationale, la droite dure, tout ça, les Français, ça ne les intéresse pas. Et donc il fait venir des gens qui sont des républicains, en tout cas, c'est ce qu'ils étaient avant la guerre. Et donc c'est très fascinant, le retour de Laval en avril 1942. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est rendre efficace
la politique de collaboration. Donc il va s'appuyer sur des gens comme René Bousquet. Donc vous voyez, ce n'est pas un fasciste, René Bousquet. C'est un homme qui vient du Parti radical. Et de la même façon, on est dans une sorte de nouvelle union des droites qui va du centre-gauche jusqu'à l'extrême droite. Vous avez un peu de tout, mais l'idée, c'est d'être réaliste et de faire triompher la politique de collaboration. Et puis, vous avez ensuite le tournant fasciste, réel, là pour le coup, de la fin d'année 43. Vichy, Laval, Bousquet, ils sont très efficaces, ils donnent grande satisfaction aux Allemands jusqu'à l'été 43. Mais à l'été 43, ils comprennent que l'Allemagne va perdre. Et donc, on a un homme, Laval, qui va refuser, par exemple, de livrer massivement des Juifs naturalisés à l'été 43, alors qu'un an avant, il n'hésitait pas pour les Juifs étrangers, qu'il avait, c'est l'un des scoops du livre, grâce à Raphaël Spina, qui montre très bien que les réquisitions du STO ont été extrêmement efficaces, que Vichy a mis toute la puissance de l'État pour donner satisfaction aux Allemands et que les objectifs des Allemands sont remplis à 100% durant tout le premier trimestre 1943 et qu'on est encore dans des résultats très élevés au printemps 43 jusqu'en juin 43. Et là, tout d'un coup, voilà, le fait que l'Italie fasciste bascule, enfin bref, l'été 43, un tournant, Laval qui s'oppose aux Allemands et Bousquet qui est presque un opposant de l'intérieur, quoi. C'est assez admirable. Il est renvoyé, Bousquet, à la fin de l'année 43, il est remplacé par Joseph Darnand, et on a donc là, Darnand rentre dans le gouvernement, on a d'autres fascistes qui rentrent dans le gouvernement. Donc Vichy, dans sa dernière mue, est fasciste. Mais les historiens considèrent que globalement, ce n'est pas un régime fasciste, mais une dictature tout simplement d'extrême droite. Voilà, c'est comme ça que une dictature nationaliste, c'est comme ça que personnellement je la caractérise. Voilà. J'ai une question naïve sur l'héritage encombrant du maréchal Pétain. Entre ceux qui saluent le maréchal de 14-18 et qui minimisent le maréchal de 39-45, et ceux qui condamnent absolument celui de 45 et qui veulent faire oublier celui de 14-18, où on en est Alors, très bonne question qui nous ramène encore plus directement au sujet. Je suis passé vite sur certains points. La mémoire de Pétain, c'est la mémoire de Vichy. Voilà, c'est très clair. Et si, d'une manière ou d'une autre, on rend hommage à Pétain, que ce soit le Pétain qui, jusqu'à 84 ans, est un homme difficilement critiquable. Tout le monde dit du bien de Pétain. Donc cet homme a basculé après 84 ans, et donc tout ce qu'il a fait avant, et notamment donc effectivement la Première Guerre mondiale, est forcément relié à ça. Et ça, il n'y a pas un dirigeant politique qui peut se sortir de ça. Alors comment on a fait depuis tant d'années? D'abord, il y a le fait qu'en 1951, au décès du maréchal Pétain, la volonté du maréchal Pétain était d'être enterré à Douaumont avec ses poilus de 14-18. Voilà, c'est sa volonté, et cette volonté, le pouvoir politique ne s'y refuse. Pétain, il est enterré en catimini, sur l'île-Dieu, avec des pétainistes autour, et c'est une mémoire qui est liée à Vichy, qui est là. Donc, on rend hommage au maréchal Pétain sur l'île-Dieu, les pétainistes lui rendent hommage. En 1951, ça a quand même été une grande émotion dans la population, mais d'un point de vue politique, on ne peut pas rendre hommage. Alors après arrivent les grands anniversaires. Qu'est-ce qu'on fait en 1968 au moment du 50e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, 11 novembre 1918. Là, général de Gaulle, président de la République, un peu en bout de course, il y a eu le durcissement de la droite, après mai 68, il décide de rendre hommage au Pétain de 18. Alors ça fait quand même un peu d'émotion. On fait fleurir la tombe. Voilà, c'est la première fois que les pouvoirs publics décident
de faire fleurir la tombe du maréchal Pétain depuis la mort du maréchal Pétain. Bon, 78, 10 ans après. Alors, il y a eu, entre-temps, une affaire un peu bizarre, mais bon, voilà, j'en parle quand même. En 73, vous avez des fous furieux, un peu les mêmes, qui sont allés... ils ont volé le cercueil, où il y a les restes du maréchal Pétain, dans l'idée de le mettre à Douaumont, parce que c'est leur hantise. Hein. Il y a deux obsessions chez les pétainistes. La première, c'est le révisionnisme. On veut obtenir la révision du procès du maréchal Pétain. Et le deuxième, c'est il faut que Pétain, ses restes soient à Douaumont. Donc c'est des pétitions, on écrit tout le temps au président de la République. Enfin voilà, c'est Jacques Izorni, c'est cette association qui existe toujours, hein, l'association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain. Et donc, là, Pompidou, là aussi, c'est le Pompidou de l'époque, hein, c'est le Pompidou qui, quelques mois avant, a dit à propos de l'affaire Touvier, il faut que les Français oublient. Enfin voilà, c'est quand même cette mémoire très, très, très gênée. Et là, il fait fleurir la tombe du maréchal Pétain aussi. Ben voilà, mais c'est parce qu'on a réintégré, on a retrouvé le cercueil. Voilà. Arrive 78, c'est Giscard d'Estaing. Et là, pareil, le problème, c'est qu'il y a l'affaire d'Arquet de Pelleport au plein moment. Donc là, il est gêné. Donc bon, il dit, je distingue bien. Il le fait quand même, mais très gêné aux entournures, et en disant bien que d'un point de vue historique, le Pétain de Vichy écrase le Vichy, le Pétain de la Première Guerre mondiale. Et arrive Mitterrand. Et là, ça devient extraordinaire, parce que Mitterrand décide, alors ça peut se comprendre, 1986, 70e anniversaire de Verdun. Pétain, Verdun, allez hop, on fait fleurir la tombe du maréchal Pétain. Le problème, c'est qu'il ne s'arrête plus. 87, alors 17 quand même, bon, 88, 18, ah ouais, mais 89, et puis 90, et puis 91, à un moment où vous avez en même temps toutes ces affaires qui éclatent. 90, c'est un moment très important l'affaire, cet article du Point, de l'Express, pardon, parce qu'il remet un peu les pendules à l'heure. Les Français en 67, ils ont peut-être lu le livre, pour certains d'entre eux, de Lévy-Tillard, mais là, on réalise vraiment pleinement ce crime dans le crime, qui est la séparation entre les enfants. C'est un article, une enquête d'Éric Conan, qui va avoir un écho énorme. Et à ce moment-là, on se dit, dans l'entourage de Mitterrand, ça j'ai trouvé un document inédit que j'ai publié dans mon bouquin « Savoir des victimes », vous avez même Pierre Jox qui dit, c'est au moment de Carpentras, qui dit, bon, c'est bien de marcher contre l'antisémitisme, mais on peut plus continuer à bloquer l'affaire Bousquet. Donc vous voyez que cet entremêlement entre un président de la République, qui est vraiment un Macron avant l'heure, quoi, c'est le « en même temps », c'est-à-dire que d'un côté, on bloque les affaires, voilà, parce qu'il ne faut pas remuer le passé. Donc on bloque les affaires et les demandes de justice pour juger des gens qui sont en plus vraiment des criminels. Enfin, Bousquet, ce qu'il a fait en 1942, c'est le guet, enfin, c'est pas possible de continuer à bloquer ça. Et en même temps, je continue à faire fleurir la tombe du maréchal Pétain, encore en novembre 90, encore en novembre 91, et puis en novembre 92, là, c'est le scandale, parce que c'est la fois de trop. Klarsfeld est allé sur place, il y a le préfet, il y a une contre-manifestation, et le préfet, finalement, arrive en hélicoptère, c'est une scène de film, hein. Il pleut et tout, et honteusement, il met la gerbe, et là, c'est un scandale qui a eu une importance très importante dans notre histoire politique, parce que, là, on est en plein dans le sujet, on pourrait continuer à filer sur plein d'exemples, mais c'est vraiment le moment où il va y avoir une rupture entre le Parti socialiste et Mitterrand. Vous savez, on va dire après l'inventaire, etc., etc. C'est vraiment novembre 92, vous allez avoir Fabius, Jospin qui disent « Ah non, mais là c'est plus possible ». Donc vous voyez ce poids considérable du passé de Vichy dans notre histoire politique. Donc merci beaucoup pour votre question qui m'a permis de faire ce petit rappel.
par rapport à l'image du départ, j'ai dit c'est l'union de la droite. L'union des droites, c'est l'union des droites, vraiment. Mais, et effectivement, cette image qui circule, mais malgré tout, il y a quand même des gens de gauche dans les collaborateurs et dans le gouvernement, qui venaient de la gauche. Alors, cette histoire des gens qui viennent de la gauche, elle est vraiment. Alors moi, je ne suis pas du tout partisan politique, parce que par exemple, on me dit oui, mais c'est parce que vraiment, c'est purement historique. Si on est rigoureux d'un point de vue historique, qui est encore de gauche en 1940 dans les gens qui vont rejoindre la collaboration? Il y a peut-être encore Marcel Déat, on peut encore et encore. Vous savez, Marquet et Déat, la rupture avec la SFIO, c'est 1933. Et quand ils sont, on peut le dire, virés, ils sont vus par Léon Blum et comme des fascistes. Et Marquet, dès 1934, il se retrouve dans un gouvernement de droite. Le gouvernement d'Union nationale, c'est pas l'Union de droite, mais c'est l'Union nationale, de Gastounet, la Gaston Doumer, et après le 6 février 1934. Et on prend Marquet, parce que Marquet, on se dit, lui, bon, certes il vient de la gauche, mais c'est quelqu'un de tempérament, qui est pour l'ordre, qui est pour la nation. Et d'ailleurs, vous savez que la rupture avec la SFIO, c'était sur le mot d'ordre, j'oublie, mais peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, c'était ordre, nation, c'était quoi l'autre discipline, un truc comme ça. Enfin, c'est un mot d'ordre fasciste. Donc il n'est plus du tout vu comme un homme de gauche depuis bien des années. Et dans le gouvernement que vous voyez là, vous avez Belin, syndicaliste CGT, donc effectivement lui, on peut le rattacher à la gauche, mais c'est le seul. Et dans la collaboration. Alors, vous savez, cette idée reçue est si forte que quand Yann Bouvier m'a demandé de participer à son bouquin collectif sur les idées reçues de l'histoire de France, il m'avait donné comme thème, l'idée reçue, c'est la collaboration était l'extrême droite. C'est une idée reçue que je devais contredire en disant, en fait, je dis, mais le problème, c'est que c'est une idée reçue, pour revenir à ce que disait monsieur tout à l'heure, peut-être dans sa généralisation absolue, mais la collaboration, c'est bel et bien d'abord l'extrême droite. Et aujourd'hui, on est obligé, heureusement, il y a des travaux, par exemple Anne-Sophie Anglaret qui a fait sa thèse sur la Légion française des combattants et qui montre que les cadres du pétainisme, du vrai pétainisme militant de masse, c'est la Légion française des combattants, et là c'est vraiment une organisation de masse, et ben, elle a fait tout un travail très minutieux pour nous montrer à quel point c'était des gens qui venaient de l'UNC, l'Union nationale des combattants, qui était la grande association d'anciens combattants de droite, du Parti social français. Tous ces cadres qui étaient déjà là dans la grande mouvance de la droite nationale se retrouvent. Et dans la collaboration parisienne, il y a eu un travail qui a été fait sur les publicistes, donc tous ces gens qui sont dans la presse collaborationniste, qui sont l'opposition à Vichy. Et là, un travail qui a été fait par Tristan Rouquet, une thèse sur les écrivains et les journalistes. Il a une population de 200 personnes dont il suit la trajectoire sociologique. Ce qu'on voit, c'est que vous avez plus de la moitié qui est déjà dans des publications d'extrême droite avant la guerre. Et quand on regarde des gens comme les grands noms, Doriot, Déat et même Bergerie, sont étiquetés, alors pas Déat, mais Doriot est étiqueté à l'extrême droite avant-guerre déjà. Le Parti populaire français est un mouvement fasciste et il y a une dérive, la thèse de Philippe Burin le montre très bien, la dérive fasciste, elle est antérieure à la Deuxième Guerre mondiale déjà pour Doriot, et elle va s'accentuer. Bergerie qui vient du Parti radical, on dit toujours qu'il y vient de la gauche, mais le parti politique, et même moi je me suis trompé quand j'avais fait ma première biographie de Xavier Vallat, j'avais étiqueté Bergerie parce que ça s'appelait la gauche radicale. Mais en fait, cette gauche radicale est considérée comme étant de droite. Vous avez plein de gens qui en fait, la droite est une étiquette tellement infamante, un peu comme l'extrême droite aujourd'hui, que personne ou presque se revendique d'un point de vue d'étiquette de la droite.
Mais le petit parti de Bergerie était, dans les équilibres des votes à l'Assemblée nationale, était à droite. Voilà, et DA, DA c'est un peu plus compliqué, mais ça dérive, voilà, il passe à l'extrême droite pendant la guerre. Donc, il y a des gens qui vous disent, vous savez, quand il y a eu le gouvernement Bayrou, là aussi, il faut regarder BFM et CNews pour bien comprendre ces falsifications de l'histoire. Et bien, il y avait des gens qui disaient, le gouvernement de Bayrou, c'est un gouvernement de gauche, parce que Manuel Valls, il est de gauche, Reb Samem, il est de gauche. Enfin, vous voyez les plateaux télé. Donc voilà, ah ben moi je peux vous dire, Pierre Laval, il est de gauche. Il a commencé à la SFIO. Enfin, vous voyez, mais ça fait belle lurette qu'il était passé. Donc voilà, donc les itinéraires, c'est un peu comme les gens qui vous disent, oui, mais alors regardez, c'est ce livre de Simon Epstein, Le paradoxe français, qui disent, regardez tous ces Dreyfusards qu'on retrouve dans la collaboration. Je ne sais pas si vous avez vu ce livre. Il y a un livre qui nous montre qu'il y a un grand nombre de Dreyfusards qui ont été dans la collaboration. Alors, la méthode de travail, quand même, est assez extraordinaire. C'est qu'on prend d'abord que des gens, et j'aime beaucoup Simon Epstein en plus, mais Simon Epstein, il faut savoir qu'il a été hyper récupéré par Zemmour et compagnie. Et c'est un homme adorable, mais il est honnête dans son livre. Il dit, moi, je ne travaille que sur les convertis. Forcément, si vous prenez que sur ceux qui ont évolué, mais en plus, on prend des gens qui ont évolué, qui, à la fin du XIXe siècle, étaient de gauche, et qui, donc ils avaient 20 ans, ils avaient 25 ans, puis quand ils ont 70 ans, ils sont de droite. Mais c'est quand même des évolutions qui sont assez courantes, des gens qui évoluent, qui passent de la gauche à la droite. Mais surtout, il y en a plein qui n'ont pas évolué, qui sont restés fidèles, en gros, à leurs engagements de jeunesse. Donc, vous voyez, on est dans c'est terrible, ces falsifications de l'histoire voilà, les grandes tendances et de Vichy et de la collaboration parisienne, c'est quand même la droite et l'extrême droite, de manière très nette d'un point de vue statistique, mais il faut ramer et on passe presque pour un historien militant quand on rappelle ces faits évidents. Voilà. Sans vouloir leur jeter la pierre, même si les partis de gauche ne collaborent pas, il y a beaucoup de députés, la plupart radicaux, socialistes, qui n'ont pas eu le courage de Blum. Ah ben alors ça, on est bien d'accord. S'opposer frontalement au maréchal, ils sont restés attentistes. Ah mais absolument, mais la grande leçon... Mais pas le leçon originale, mais c'est finalement ce que De Gaulle peut-être leur a reproché, la reconstitution des partis après, avec leur inconsistance, leur incurie. C'est ça que De Gaulle On n'entend pas bien. Oui, monsieur, vous avez remarqué que beaucoup de députés de gauche ont voté pour Pétard. Non mais que ce soit clair, vous avez parfaitement raison. La réalité de 1940, c'est un effondrement général. Il ne s'agit pas de dire « Ah, la gauche a été formidable ». La gauche s'est effondrée. Vous avez 70% des parlementaires présents de la SFIO qui ont voté les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain. Et je m'appuie beaucoup j'ai fait un chapitre sur juillet 40, c'est un moment extraordinaire parce que c'est un moment qui nous parle. Ça nous parle énormément parce que on voit des gens qui s'effondrent, qui perdent leur colonne vertébrale, qui vont donner raison à l'extrême droite, qui disent oui c'est vrai, et donc il y a un effondrement général. Et c'est un fait que c'est la gauche qui a le mieux résisté à cet effondrement général. Mais j'allais dire encore heureux, il aurait manqué plus que ça, puisque le programme qui était proposé par Pétain, c'était le programme qu'attendait la droite. Donc que les parlementaires de droite aient voté à quasiment 100% pour les pleins pouvoirs constituants, c'est juste presque normal. En revanche, la gauche aurait dû davantage résister. Et effectivement, Léon Blum, quand on lit ses mémoires, c'est affligeant pour la plupart de ses camarades qui ont essayé parce qu'en plus ils sont lâches, ils essaient de se donner de bonnes raisons, parce qu'en fait ils ont peur. La peur est vraiment le dénominateur commun de la plupart des votes, qui explique la plupart des votes des socialistes et des radicaux, qui eux ont voté à 80%
pour les pleins pouvoirs. Donc les 80 parlementaires qui ont voté contre ont sauvé l'honneur de la gauche française, et c'est eux qui ont été en partie qui vont être aussi des piliers de la résistance, et de cette aussi la gauche s'est aussi ressourcée en quelque sorte avec un certain nombre de ces 80 parlementaires. Et c'est vrai que pour beaucoup de résistants, et pour le général de Gaulle en premier lieu, c'était un effondrement général, une abdication générale, et tout le monde, alors je crois que c'est vous qui l'avez dit, et de Gaulle a mal vécu le fait que les partis reprennent la main, et que notamment le Parti socialiste reprenne la main. N'empêche que le Parti socialiste est très représenté dans la résistance, et qu'en zone sud, c'est un travail récent qui montre que 30% des résistants en zone sud sont du Parti socialiste. Donc ils se sont rattrapés. Mais 40, c'est un naufrage, généralisé. Essaye le micro, je l'ai mis sur la sonnerie. Ça fait quoi le micro? Oui, ça devrait. Ah, il marche super bien. Sans écho. Non, mais j'ai coupé l'écho. D'accord. Bon, je voudrais saisir cette occasion d'histoire et de mémoire pour attirer l'attention sur une page méconnue des persécutions raciales pendant l'occupation. Il y a eu un certain nombre de petits groupes en France, mais la question s'est posée pour certains en Europe, comme aux marges du judaïsme, comme les juifs géorgiens, les juifs d'Asie centrale. La question s'est posée aussi pour les Ismaéliens. Et le principal de ces groupes en nombre, alors principal c'est un tout petit nombre, en France, était d'environ 300 personnes, donc 250 qui étaient venus en France après la Révolution russe, et 50 de Constantinople. Il s'agit des Caraïbes. Les Caraïbes. Donc c'est, en étant concis, un courant qui existe depuis 1000 ans, religieux, qui se distingue du judaïsme par son rejet du Talmud. Voilà. Et donc les nazis on dit d'abord qu'ils considéraient, en France, parce que voilà, ils considéraient les Caraïbes comme juifs. Leur angoisse a duré pendant toute la guerre. Sur ce sujet, il y a eu très peu de choses décrites, et je voulais attirer l'attention sur un travail pionnier qui a été fait à Languedoc, à l'INALCO, qui a donné lieu à un article cette année qui s'appelle « Les Caraïbes de Crimée en France, de l'entraide 1920-1939 à la lutte contre, j'ouvre les guillemets, la menace monstrueuse suspendue sur nos têtes 1939-1945 ». Pourquoi les guillemets? Parce que c'est les mots du président de l'association, Simon Casas, qui a survécu à des tête-à-tête avec Théodore Dannecker, qui lui disait « vous êtes juif », voilà. Et donc, il n'y a plus d'association des Caraïbes en France, mais leurs archives ont été sauvées. Enfin, donc, c'est moi qui les ai, les archives. Et donc, c'est Blandine Guyot à l'INALCO qui a fait un travail pionnier, et à partir de ce travail pionnier, il me semble qu'il y a des éclairages qui peuvent être faits sur des aspects de la logique ou de l'illogique, ou de la cohérence ou de l'incohérence des positions successives des nazis, de Vichy qui est venu comment dire, quand les nazis ont jugé que religieusement les Caraïbes n'étaient pas juifs, Vichy en gros a dit nous on s'en fiche, c'est l'aspect religieux qui importe. Donc la question a été en suspens avec beaucoup de péripéties pendant toute cette période.
Donc il y a un travail pionnier qui a été fait, mais je profitais de l'occasion pour que ce travail pionnier puisse rejoindre la grande histoire et peut-être servir à d'autres questionnements, d'autres réflexions, d'autres approfondissements aussi. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et alors, vous avez compris, ça me touche personnellement. Ben oui, mais vous tapez vraiment à la bonne porte, parce que quand j'ai fait ma thèse sur le commissariat général aux questions juives, j'avais fait un développement sur la question des Caraïbes, et parce que ça fait obséder Xavier Vallat. C'est vraiment ce petit groupe-là, et donc il y a eu plein de débats tout à fait obscurs, délirants, pour savoir s'ils étaient... Alors j'ai trouvé plein d'archives, il y a plein d'archives dans les archives du commissariat aux questions juives là-dessus, avec le directeur du statut des personnes, celui des législations, pour savoir, et alors il y en a qui ne sont pas d'accord entre eux, et pour savoir s'ils seraient juifs ou pas. Voilà, et c'est vrai que la tendance était plutôt de les considérer comme juifs, mais les nazis ne les considéraient pas comme juifs, donc Vichy était bien embêté. Enfin voilà, et son entourage était bien embêté. Voilà, donc c'est vraiment un moment, voilà, typique de ce délire, hein. Je n'ai pas beaucoup parlé de Vallat, mais il a joué un rôle tout à fait nocif, en se prétendant souverainiste antisémite. Madame. Une question très ponctuelle. Est-ce qu'on sait qui a soufflé au maréchal Pétain le mot collaboration ? Alors, le mot collaboration, on a fait la généalogie parce qu'effectivement c'est vachement intéressant. Parce que évidemment le mot a pris un sens immédiatement politique. Alors ça a commencé par vous voyez ça, c'est des projets de discours. En septembre 1940, vous avez des gens qui se disent il faut maintenant présenter aux Français ce que va être la nouvelle politique. Alors le mot de l'époque c'est l'ordre nouveau. On va s'installer dans l'ordre nouveau allemand. Donc il y a différentes personnes qui contribuent à écrire. Gaston Bergerie, dont on parlait tout à l'heure, cet intellectuel venu de la gauche mais qui a dérivé vers la droite et le fascisme, contribue. Tixier-Vignoncourt contribue. Et c'est eux qui mettent le mot collaboration, qui est lu pour la première fois. C'est par Tixier-Vignoncourt qui lit un discours de Pétain. En annonçant que la France va collaborer. Alors, voilà, le mot passe comme ça, vient la poignée de main de Montoire, 24 octobre 1940, qui est censé matérialiser l'entrée dans la collaboration. On a des rapports des préfets, les retours, on en a aussi le contrôle du courrier. Vichy s'est sondé l'opinion. Le rapport, le retour n'est pas positif. Et donc Pétain décide de faire un grand discours. Et c'est là, 30 octobre 1940, où il dit aux Français « J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration ». Et là, le mot est vraiment celui qui correspond à ce qu'est le projet de Pétain et de Vichy, c'est que la France doit devenir un allié, enfin, partie prenante de l'Europe nazie. On parle d'ordre nouveau, on dit voilà, c'est comme ça. L'Allemagne se propose de faire un nouvel ordre à l'Europe. La France va s'y inscrire avec son génie propre. La France sera une grande nation paysanne. Et vous devez me suivre. Et c'est moi seul que l'histoire jugera. Voilà, donc vous voyez, tout est dans ce discours en fait, tout est dans ce discours. La collaboration, c'est ma politique et c'est moi seul que l'histoire jugera. Et en fait, 80 ans après, on arrive à la fin, on en est encore là. C'est-à-dire qu'on en est encore, Pétain, c'est Vichy. Et toute cette politique, c'est Pétain qui l'a assumée pleinement. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais lui pardonner tous les crimes de la collaboration et que tous les gens qui vont dans des églises pour essayer de dire « Ah mais non, mais attendez, on est à Verdun », et qui veulent réhabiliter Pétain un peu en loose dé, comme disent les jeunes, ça ne pourra, je pense, jamais marcher tant qu'on sera en démocratie et qu'on pourra dire ce qui s'est vraiment passé. Parce que on sait bien que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, elle réécrit l'histoire et que les manuels scolaires disent des choses mensongères. C'est comme ça partout où vous avez des régimes autoritaires et des dictatures nationalistes au pouvoir. Voilà. Mais pour l'instant, ça tient et ce n'est pas prêt de céder. Bien, est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, écoutez, on va remercier beaucoup notre orateur.